Bien, rebonsoir, Mesdames, Messieurs les ministres, Monsieur le Président, Conseil régional, Mesdames, Messieurs les présidents des conseils départementaux, Mesdames, Messieurs les parlementaires, Mesdames, Messieurs les maires, chers amis, je voulais revenir en quelques instants sur ce que nous venons de vivre ensemble et puis plus largement revenir sur ces 2 journées dans notre région avant de répondre à vos questions. Nous le disions à l'instant, et je serai moins exhaustif que dans les propos de conclusion que nous venons d'avoir, mais la signature des conventions financières aujourd'hui et la tenue du premier comité stratégique à Nesle a été un moment fort, je le sais, émouvant pour beaucoup d'élus comme de fonctionnaires ici présents, et une étape importante dans cette aventure, cette odyssée, si je puis dire, du canal Seine-Nord. Et c'est l'aboutissement de plusieurs décennies d'engagement venant de cette région, de beaucoup d'élus portés contre toutes les formes d'adversité, et la conclusion donc d'un accord qui permet à ce projet, environ 5 milliards d'euros, d'aboutir, avec la mobilisation de la région à ses côtés des départements, de l'État, de l'Union européenne, évidemment, comme je l'ai également rappelé tout à l'heure, et d'un montage qui permet, par le biais justement d'un prélèvement inédit et d'une structuration innovante, de finaliser ce projet. L'État sera au rendez-vous de ses engagements, mais avec l'État sur tout l'ensemble des collectivités. Et cette société de projet sera régionalisée d'ici le 1er avril 2020. Elle pourra d'ailleurs emprunter, elle pourra déduire la TVA de ses achats par un rescrit fiscal. Et c'est la première fois, je le rappelais, qu'un projet de cette ampleur est délégué par l'État en responsabilité aux collectivités, parce que c'est la mobilisation de toute cette région, de tous les parlementaires, élus, du président de la région et des présidents des départements qui l'a permis, avec aussi les différents responsables que j'évoquais tout à l'heure qui se sont joints au projet, les différentes métropoles, communautés urbaines rappelées à la conclusion de notre discussion, ainsi que la région Île-de-France, ici présente aussi, qui rejoint cette aventure, plus exactement, contribue à son financement, ce qui est important. Ce projet, je le rappelais, est un projet structurant pour l'avenir de la région, mais plus largement pour notre pays et pour l'Europe. Si l'Europe investit 2 milliards d'euros, c'est précisément parce qu'elle y croit et que ce projet structure l'ouverture de la région, les mobilités en Europe. C'est un projet qui sera créateur d'emplois, 5 000 emplois directs, 8 à 10 000 emplois indirects durant la phase du chantier, sur lequel il y a une très grande vigilance de la région, de l'ensemble des collectivités pour que l'emploi soit local dans les meilleures conditions. Il y aura un accompagnement de l'État et une surveillance extrême en la matière. Là aussi, je pourrais, si vous le souhaitez, répondre à vos questions. C'est un projet structurant pour l'emploi parce qu'il va permettre à l'agriculture de la région et au-delà, à l'activité logistique, structurante elle aussi pour la région, aux activités industrielles durant la phase de construction comme après, de se développer. Et c'est un projet écologique parce qu'il va permettre de réduire le transport routier, j'en rappelais les chiffres aussi tout à l'heure, pour permettre justement de transporter des marchandises par voie fluviale, qui est 3 à 4 fois moins polluante que la voie routière, et qui n'est absolument pas exclusive d'ailleurs des projets que nous comptons mener par ailleurs en matière de ferroviaire, et donc de fret ferroviaire. Et donc c'est à cet égard un véritable chantier d'avenir qui aussi fera l'objet d'un soin extrêmement rigoureux durant toute la phase du projet pour que les techniques les plus contemporaines soient utilisées et que tous les respects des normes environnementales et même au-delà soient justement au rendez-vous des pratiques. Donc vous le voyez, c'est un projet dans lequel collectivement nous nous engageons et après ces presque 30 années de combat, je sais que c'est avec beaucoup d'émotion que nombre d'élus ici voient cette étape structurante à Nesle aujourd'hui être franchie. Je le disais, l'État sera dans la durée à vos côtés, car je crois très profondément que ce chantier est emblématique de notre capacité d'abord à nous projeter dans le futur et à oser à nouveau des grandes infrastructures. Il n'y a pas de fatalité, notre pays a encore besoin de certaines grandes infrastructures, comme il a besoin aussi d'infrastructures du quotidien et de régénérer les investissements historiques dont chacun a besoin et que chacun utilise chaque jour pour se déplacer. C'est un projet structurant pour la région, il l'est aussi pour le pays, et il s'accompagnera d'un travail avec la région Île-de-France et la région Normandie sur le développement de l'axe Seine en complémentarité
autour en particulier d'Aropa, pour que Paris, Rouen, Le Havre soient pleinement intégrés à ce projet et que ce soit un projet qui porte justement tous les intérêts français haut et fort. Voilà les quelques points que je souhaitais rappeler sur ce moment important que nous avons vécu, avant donc ce qui adviendra fin mars et la finalisation des travaux et la régionalisation de la société de projet, puis les premiers travaux qui commenceront dans la foulée, avec des étapes importantes dans les toutes prochaines années. Nos concitoyens pourront ainsi voir qu'il s'agit d'une réalité. Si je parle de grandes infrastructures de mobilisation et de transport, je me dois aussi, ce qui est une transition pour évoquer plus largement le déplacement effectué depuis hier à Amiens, de parler d'un autre projet extrêmement important, je sais très attendu par beaucoup d'élus et par la région, qui est le barreau Roissy-Picardie. Et sur ce point, je voulais aussi ici bien clarifier les choses. Ce matin, une discussion avec le président de la SNCF, les choses ont été aussi programmées. Je redis très clairement les engagements qui sont les nôtres. L'horizon 2025 sera tenu pour le barreau Roissy-Picardie, qui permettra ainsi de relier Amiens, Creil, Roissy-Charles de Gaulle et ensuite les autres destinations, et confirmer que les premiers travaux démarreront avant la fin de ce mandat. Ce qui veut dire que, même si certaines procédures doivent être relancées, nous accélérons et comprimerons certaines d'entre elles et commencerons certaines études complémentaires un peu plus tôt pour que les premiers travaux puissent être une réalité dans la durée du mandat. C'est là aussi une attente forte et elle doit être honorée. J'ai eu l'occasion, durant ces 2 jours, au-delà de ces sujets, de couvrir plusieurs autres problématiques structurantes pour la région. La première, elle ne concerne pas que la région, c'est évidemment l'université et la jeunesse. Nous avons eu hier l'occasion d'inaugurer l'extension de l'université Picardie-Jules Verne avec le pôle universitaire de la Citadelle, d'y consacrer plusieurs projets d'excellence qui marquent l'implication de ce site universitaire et de recherche, en particulier en matière de mobilité, avec les recherches qui sont faites, les innovations et les transferts de technologies en matière de batterie, et donc des projets et des transferts de technologies très concrets pour, là aussi, la ville et des créations d'emplois en matière, justement, d'innovation sur les batteries, et la robotique médicale qui, à travers le Gréco, là aussi, a montré l'excellence de la robotique médicale sur le site d'Amiens, avec la possibilité, là aussi, de développer, et elle est en cours, des opportunités industrielles. Ces projets permettent, l'ensemble de ces projets a permis, d'une part, d'acter la mobilisation de la région, du département, de la métropole et de la ville, et à leur côté de l'État, dans précisément l'investissement sur l'avenir et nos étudiants. Il y a aujourd'hui plus de 30 000 étudiants sur le site de l'université Picardie-Jules Verne, et ce nouveau site en accueille depuis la rentrée 5 000. Nous en avons besoin parce que sur ce mandat, ce sont 50 000 étudiants supplémentaires qui vont rejoindre nos universités, liés au pic démographique que nous avons connu au début des années 2000. Et donc cet investissement, nous allons le faire aussi et le continuer dans beaucoup de villes, parfois de villes moyennes, qu'il s'agisse d'antennes universitaires, de développement de sites numériques, mais aussi de centres d'apprentissage, etc., etc. Ensuite, ces exemples montrent l'excellence de ce site universitaire et la possibilité de développer sur nos universités des sites d'excellence lorsque nous savons mettre en réseau, justement, l'ensemble des compétences. Ce qui est le cas, par exemple, sur les batteries, où c'est un réseau avec le CEA, le Collège de France, plusieurs structures universitaires de recherche comme des structures privées. J'ai eu ensuite l'occasion de débattre avec les étudiants de l'université pour revenir sur une actualité cruelle, sur les difficultés du quotidien, rappeler aussi ce que le plan étudiant et la loi OR ont permis d'acter, c'est-à-dire 950 millions d'euros d'accompagnement pour nos étudiants, notre vie étudiante, de rappeler l'importance aussi de notre investissement sur les bourses étudiantes. L'ensemble des aides à l'endroit des étudiants, c'est 5,7 milliards d'euros. Et c'est pour les seules bourses étudiantes 2,2 milliards d'euros. Néanmoins, tout cela peut et doit être amélioré. Ce fut l'objet des annonces de la ministre, avec d'une part un redéploiement des aides pour les publics les plus sensibles en cette fin d'année, et le choix qui a été fait
à hauteur de 45 millions d'accroître justement notre investissement sur les bourses, mais aussi de développer des dispositifs d'aide spécifiques, d'accroître notre accompagnement en matière de logement avec les mécanismes de garantie, mais aussi la décision de la trêve hivernale sur le Crous, et enfin de lancer en concertation avec l'ensemble des associations étudiantes une réforme du système de bourse et de ses seuils. J'ai aussi pu parler de l'avenir de notre recherche et de notre enseignement supérieur, qui va faire l'objet là aussi d'engagements financiers et d'investissements dans les prochains mois, puisque la loi de programmation est en train d'être finalisée. J'aurai l'occasion lors des 80 ans du CNRS d'y revenir, mais elle permettra là aussi d'avancer plus fortement. J'ai eu hier aussi l'occasion de célébrer 2 visages d'Amiens, le côté patrimonial et touristique, avec le spectacle Lumière Chroma et l'ensemble des festivités qui préparent les 800 ans de la cathédrale d'Amiens, qui attire de plus en plus de touristes et qui montre aussi un des atouts importants de la ville. Et le soir même, une séquence capitale européenne de la jeunesse au cirque, qui a permis de pré-lancer, si je puis dire, là aussi, ce qu'Amiens a gagné et qui permettra d'en faire pleinement la capitale européenne de la jeunesse, alors même que les tirages pour l'année suivante ont été faits. Amiens aura pour successeur Tirana. Mais ce sont ces 2 visages, cette attractivité de la ville qui était aussi à mettre en lumière et auquel nous tenons beaucoup, parce que je pense qu'il est là aussi important de parler positivement, nous le faisons avec ces grands projets et ces ambitions, de notre région, du département et de la ville en ce qui concerne Amiens, comme des autres villes et communes de notre région. Ce matin, j'ai pu, comme je vous le disais, échanger avec le président de la SNCF et il a acté les avancées que j'ai pu évoquer, comme la création aussi d'un centre opérationnel à la gare Paris-Nord pour pouvoir suivre de manière beaucoup plus rigoureuse les flux et en particulier reprioriser les trains venant d'Amiens lorsque des troubles au trafic et la circulation sont constatés, ce qui est l'un des grands problèmes en termes de circulation. J'ai pu rencontrer également le monde agricole, les syndicats et la Chambre d'agriculture pour échanger sur les difficultés conjoncturelles et aussi, avant un moment important d'application de la loi Egalim, c'est-à-dire les négociations commerciales, être vigilant sur les différents prix. Je pourrais y revenir si vous le souhaitez. Et ça me permet de redire ici tout mon engagement aux côtés de nos agriculteurs, ceux de la région, mais plus largement ceux du pays, en particulier dans les filières qui sont parfois les plus en difficulté. Je pense à la filière de la viande bovine, celle du lait qui a une situation un peu meilleure que l'année dernière mais qui reste très dure, celle de certaines polycultures, comme également des fruits et légumes. J'ai pu ensuite me rendre sur le site de Whirlpool et échanger avec les anciens salariés et certains salariés repris aujourd'hui sur d'autres projets. Je n'y reviendrai pas ici longuement, mais c'était un rendez-vous que j'ai souhaité pour faire un point d'étape après, d'une part, des échanges de vérité, si je puis dire, qui s'étaient tenus durant l'entre-deux tours en 2017 et une visite effectuée en octobre 2017 sur le site. L'engagement que j'ai pris, c'est un engagement de revitalisation et un engagement de reclassement des salariés. J'avais, au printemps 2017, contrairement à d'autres, si je puis dire, pour rester allusif, eu un discours de vérité avec les salariés à leur menacer, celui qui consistait à leur dire qu'il est impossible d'empêcher une entreprise qui a déjà acté toutes les décisions de délocaliser, de fermer un site dans le cas précis qui était le leur. Et de ne pas les inciter, comme on a connu trop de cas dans la région, à mener une guerre juridique ou de blocage qui n'aurait pas sauvé un emploi mais aurait conduit au pire. Ceci s'est suivi par un projet de reprise qui a été accompagné, et qui a été accompagné avec beaucoup de courage par l'État et toutes les collectivités. Il a été accompagné parce qu'on a utilisé les fonds de Whirlpool, 7,5 millions. Il a été accompagné parce qu'il y a des aides spécifiques de l'État qui ont été livrées, 2,5 millions. Il a été accompagné aussi parce qu'il y a eu un gros effort de la région en termes de formation des salariés. Il a été accompagné par la métropole et la ville, et il faut bien le dire, ce projet a été un échec. Nous y sommes longuement revenus ce matin. Échec qui peut accompagner, si je puis dire, tout projet entrepreneurial, mais qui, pour partie, s'explique aussi par sans doute les excès, les approximations et peut-être plus du repreneur, et la justice aura à faire son travail. Sur ce point, les engagements que j'ai pu prendre ce matin consistent d'une part
a réaffirmé l'engagement à l'égard des salariés de Whirlpool. C'est un engagement que j'ai pris vis-à-vis d'eux. D'être là, que l'État soit là dans la durée pour aider à leur reclassement et leur avenir. Et donc c'est cet engagement que j'ai réaffirmé. Nous avons maintenant une cellule de suivi sur le plan local qui est parfaitement finalisée et qui, au jour le jour, suit les salariés sur le plan psychologique, sur le plan du reclassement, sur le plan économique. La ministre, précisément auprès du ministre de l'Économie et des Finances, s'est déjà rendue à 3 reprises sur le site, continuera de faire ce suivi et Madame la préfète coordonne à Amiens donc le travail des services de l'État local. Et donc ce sujet fera l'objet d'un suivi tout particulier puisque nous savons que nous avons aujourd'hui environ 150 salariés qui sont à reclasser. Certains ont déjà retrouvé des postes et des CDI dans certaines entreprises. Certains ont été repris par l'entreprise Ageco, une quarantaine. On a au total une 50aine qui ont retrouvé des CDI, d'autres qui ont trouvé des emplois plus précaires. Mais nous continuerons ce travail et nous le ferons salarié par salarié. Et c'est ce que nous leur devons. Et là aussi, je remercie l'ensemble des collectivités pour leur engagement en la matière et nous continuerons ensemble de former utilement pour retrouver ces emplois durables. En parallèle, j'ai pris aussi un engagement de revitalisation du site, autre sujet sur lequel nous allons continuer le travail avec les collectivités pour que sur le site de Whirlpool, de nouvelles perspectives industrielles soient construites. Certains projets sont en cours, qui y arriveront, d'autres sont encore à construire, mais nous avons là un site qui a fait l'objet d'investissements, qui est adapté à l'emploi industriel, et dans un moment où nous sommes en train de reconquérir des emplois industriels, je crois que ce site doit aussi être l'illustration de cette reconquête. Voilà les engagements pris qui ne consistent pas à promettre des choses qui sont impossibles ou à faire croire qu'un seul repreneur pourrait gagner ou qu'on peut empêcher, si je puis dire, parfois les mutations économiques. Mais je crois très profondément qu'aujourd'hui notre pays est capable, d'une part, de recréer des emplois, il est en train de le montrer, la région aussi, emplois dans tous les secteurs et aussi dans le secteur industriel, et que nous pouvons avoir ce suivi individualisé que ces salariés méritent. Et je veux ici leur redire à la fois mon engagement, mais ma confiance. Parce que la force de nos entreprises, ce sont les salariés, qui ont les compétences, le savoir-faire, et qui ont justement cette force qui est à valoriser et à accompagner. Je me suis ensuite rendu dans les quartiers nord d'Amiens, où nous avons pu échanger librement pendant de longs instants avec nos concitoyens, et où surtout j'ai inauguré le premier France Service de manière physique. France Service est donc un projet que j'avais annoncé au printemps dernier. Un peu plus de 400 labellisations ont été annoncées par le Premier ministre la semaine dernière. C'est le premier France Service qui est ici ouvert, aussi parce que l'engagement de la ville, du département, de la région, de l'ensemble des opérateurs et des services de l'État a permis, si je puis dire, dans ce lieu, de préfigurer ce que nous voulons faire avec France Service. Toutes les maisons de service au public qui existent en France n'ont pas ce visage. Ce sont bien souvent des lieux où il y a 1 ou 2 personnes qui ont permis d'éviter la fermeture définitive d'un bureau de poste et où il y a quelques heures par semaine de disponibles. Ce que nous voulons faire avec France Service et l'engagement que j'ai pris, c'est dans tous les cantons en France d'ouvrir une présence physique qui permette d'accueillir nos concitoyens et d'apporter une réponse à leurs problèmes et donc de le faire avec un degré d'exigence, de compétence totalement différent. Des règles qui ont été mises sont de ce fait plus rigoureuses. Et c'est exactement le visage de ce que nous avons vu ce matin, que nous allons d'ailleurs compléter. Un guichet, vous avez 4 personnes qui sont là et qui accueillent 5 jours sur 7 et tous les samedis matins le public, des gens qui sont formés et compétents, et l'ensemble des services et des opérateurs qui sont présents sur le site et avec lesquels on peut avoir un rendez-vous dans la foulée. Les assistantes sociales du département, les médecins de l'assurance maladie, les représentants des affaires familiales, des médiateurs sur le plan numérique, mais aussi, et c'est la décision prise dans le cadre de cette labellisation, demain, les finances publiques ou Pôle emploi qui n'étaient pas présentes jusqu'alors sur ce site. Et c'est vraiment, si je puis dire, cette maison commune de tous les services au public que nous voulons faire à travers France Service. Qu'il s'agisse de l'État, de la région, des départements ou des villes, cette complexité, elle est inaudible pour nos concitoyens. Et plus un de nos concitoyens est fragile, loin de l'emploi, en situation difficile,
plus il est difficile de pousser la porte de quelque administration, et plus il est terrible d'entendre dire « ça n'est pas ici, c'est la porte d'à côté ou c'est un autre correspondant ». Et donc c'est à nous de gérer cette complexité et de mettre tout le monde ensemble. C'est d'ailleurs, on l'a vu ensemble ce matin, un lieu d'innovation extraordinaire parce que, stimulé par la complémentarité entre les différentes missions, chacun invente. Et nous allons donc développer les financements pour accompagner ces initiatives, former les personnels. On a vu aussi la présence, cher Président, de toute la formation continue et la formation de nos fonctionnaires territoriaux qui étaient présents sur le site. Et de poursuivre ce travail pour continuer à monter en gamme, offrir le meilleur service dans chaque canton de France, l'offrir en particulier au contact parfois des publics qui sont les plus en difficulté pour apporter une vraie réponse et une efficacité. Nous y mettrons aussi des solutions numériques par de la médiation et la lutte contre l'illettrisme numérique, et nous y mettrons de la culture par le développement d'une microfolie et la présence aussi d'activités culturelles qui sont extrêmement complémentaires et qui dédramatisent, si je puis dire, le rapport à l'administratif. Comme je l'ai dit, c'est dans chaque canton que nous voulons le faire, et ça se fait par l'engagement, l'innovation des élus, et notre capacité, là aussi, à décloisonner ce qu'on a parfois séparé entre les niveaux de collectivité et l'État, et l'habitude qu'on avait prise d'expliquer aux gens que tout se réglait sur Internet. Surtout dans les endroits les plus difficiles, il faut les former à Internet dans ces endroits, mais il faut réussir à redonner de la présence physique, du lien, des réponses concrètes. Dans ce même cadre, nous avons pu suivre un projet de l'ANRU ambitieux. En effet, la rénovation dans les quartiers nord d'Amiens et la reconquête du Pigeonnier fait l'objet d'un investissement de 300 millions d'euros, dont 80 millions d'euros portés par l'ANRU, qui est l'illustration des décisions prises en mai 2018 d'une nouvelle génération d'investissements dans l'ANRU et d'un investissement massif de l'État en la matière. C'est l'engagement que j'avais pris lors de la campagne présidentielle, remettre 10 milliards d'euros dans l'ANRU. L'ANRU est un formidable instrument. La deuxième génération allait beaucoup plus lentement, ça n'est pas la faute des personnels de l'ANRU, c'est la faute des crédits qui manquaient. Et donc les projets duraient, les élus qui ont eu à soumissionner savent très bien qu'on leur refaisait passer des euros après des euros, des dossiers après des dossiers, pour ne pas instruire et ne pas déboucher parce qu'il n'y avait pas les crédits. Les 10 milliards ont été mis. Mai 2018. On est à 8 milliards déjà engagés. 8 milliards. Les seuls projets qui sont encore non engagés sont les plus complexes dans des territoires particulièrement sensibles avec des spécificités. Celui-ci, pour Amiens, en fait partie, et donc nous avons réaccéléré les délais. Nous sommes au rendez-vous de cette ambition essentielle pour notre politique de la ville. Une autre ambition, là aussi, dont j'avais parlé dans cette région, avec beaucoup de visages amis ici présents, c'est de continuer à développer les stages. Nous en avons vu l'efficacité ce matin aussi avec plusieurs jeunes. L'initiative 30 000 stages, la généralisation de la garantie jeune, le développement avec le SNU du service civique qui montre là aussi leurs pleins effets pour la jeunesse qui y a accès. Et puis, c'est l'innovation que nous avons décidée, et je dois dire que dans la région, elle se déploie très bien par la mobilisation des services de l'État. Je remercie le préfet de région et les préfets présents à ses côtés. Ce sont les emplois francs. Les emplois francs, c'est là aussi une décision prise dans le cadre de cette ambition pour la politique de la ville qui consiste à dire la clé n'est pas simplement de rénover le quartier, c'est de faire confiance et de miser sur les personnes qui y vivent et de les aider à s'émanciper. La scolarité des 3 ans, le dédoublement des CP-CE1 dans ces quartiers les plus durs dès le début du quinquennat, plus d'investissements sur l'orientation avec 2 profs principaux en lycée, le développement de pôles universitaires et de formation et les fameux emplois francs. Qu'est-ce que c'est? Ça consiste à dire que pour tout jeune ou non jeune, parce qu'il n'y a pas de critère d'âge, qui est embauché et qui vient d'un quartier politique de la ville, il y a dans le cadre de l'embauche un engagement de 5 millions d'euros pour un CDD et de 15 millions d'euros en accompagnement de l'État sur les 3 premières années. C'est un peu plus de 100 emplois francs qui ont été développés à Amiens depuis le début de l'année. C'est sur le département 140. Sur le seul quartier où on était, il y en avait une 50aine. Et on doit aller maintenant beaucoup plus loin. On est déjà au-dessus des objectifs, mais c'est que les objectifs n'étaient pas assez ambitieux. C'est de ma faute. Donc on doit aller beaucoup plus fortement. Mais c'est un levier qui permet de casser, si je puis dire, là aussi une des cloisons, qui est que beaucoup d'employeurs pensaient que les jeunes ou moins jeunes de ces quartiers, compte tenu de leur adresse, parfois de leur nom, il faut bien le dire, n'étaient pas employables. Ça n'est plus une vérité, parce qu'il y a eu un gros investissement, parce qu'il y a leur volonté, parce qu'il y a la formation qu'il y a derrière.
Et donc avec ces emplois francs, c'est véritablement un outil d'accompagnement utile. Nous avons pu le voir tout à l'heure. Je ne veux pas être plus long, mais je veux ici remercier l'ensemble des acteurs que nous avons sur le terrain, la mission locale, le CCAS, les associations d'insertion qui étaient aussi présentes à nos côtés au lycée à Amiens et les échanges qu'elles ont permis. Je ne serai pas plus long, mais je voulais ici revenir sur quelques sujets structurants de notre action collective et aussi de la fierté légitime que dans cette région nous pouvons avoir. C'est une région qui a connu et qui connaît encore beaucoup de défis, qui a été bousculée par l'histoire, celle des grandes guerres qui m'avait donné l'occasion d'être presque il y a un an, jour pour jour, à vos côtés dans des moments émouvants. Elle a aussi connu les défis industriels et de la désindustrialisation. Et collectivement, nous sommes aussi en train, avec d'autres régions, de la relever par l'engagement de la stratégie pauvreté. Les départements sont fortement engagés et nous continuerons à aller plus loin, y compris en matière de lutte contre l'illettrisme, avec les communes, avec la région. Et donc nous poursuivrons ce travail. Ce qui a été signé aujourd'hui et l'ensemble des initiatives que je viens de rappeler et que nous avons pendant 2 jours accompagné, célébré ou débloqué, montrent tous les atouts de la région, tous les atouts, et la capacité collective que nous avons à être au rendez-vous de l'histoire et de la reconquête. Je vais maintenant répondre à vos questions. Monsieur le Président, bonsoir. Arnaud Brasseur, Journal de Ham. Vous êtes le 3e président de la République à venir sur le secteur pour parler du canal Seine-Nord. Ces différentes visites ont créé du scepticisme au niveau de la population sur ce projet et sur la parole publique. En quoi cet après-midi rend le projet concret et irréversible? Merci de cette question. Vous avez raison. Je crois que la première visite d'un président était en 2011. C'était une première pierre. Puis c'était Nicolas Sarkozy. Puis il y a eu François Hollande. Et me voilà. La vraie différence, la grande différence, qui est le fruit du travail collectif, et aussi de cette histoire, c'est plus facile de passer une étape quand d'autres aussi les ont préparées. Et avant ces présidents, je veux aussi rendre hommage, comme je l'ai fait tout à l'heure, à tous les élus locaux, présidents de région depuis 27 ans qui sont engagés, quelles que soient les sensibilités politiques, derrière ce projet. Maires, députés, sénateurs qui l'ont porté. La vraie différence, c'est qu'aujourd'hui a été d'abord signée la convention de financement entre toutes les parties prenantes. Elle est fondamentale parce qu'elle acte que chacun met l'argent au pot. Donc vous avez un papier qui a été signé et il n'existait pas jusqu'alors. La région et les départements mettent 1,1 milliard, l'État met son 1,1 milliard, l'Union européenne met ses 2 milliards et la structure justement de projet est constituée avec aussi cette taxe qui sera perçue avec ce montage particulier sur 0,7 à 0,9 milliards. Bon. Donc le financement est bouclé, les parties prenantes de son financement se sont engagées, elles ont signé. C'est ça l'élément fondateur de ce jour, ce qui a été signé en Hongrie. La deuxième chose, c'est que pour la première fois depuis le début, le comité stratégique a été réuni, il a fait sa première réunion, et on a acté aussi du transfert et de la régionalisation de la société de projet qui se fera d'ici au 1er avril. Donc voilà, il n'y a pas eu de première pierre aujourd'hui, il n'y a pas d'élément physique, il y a simplement enfin la finalisation d'une structure de financement. Je sais que beaucoup auraient voulu que ça soit fait beaucoup plus tôt. Je rappelais moi-même que quand j'étais ministre, j'avais fait voter la société de projet, et c'était maintenant il y a presque 5 ans. En tout cas, on y est, c'est fait. Par cet acte, c'est irréversible. Est-ce que maintenant ça veut dire que ça va être facile? Non, et c'est pour ça qu'on va continuer à se battre. Parce qu'on va avancer, il y aura une responsabilité de chacun. Le préfet de région a rappelé aussi tout à l'heure ce que fera l'État. Le président de la région a rappelé tout l'engagement de la région et à ses côtés des départements et des communes. Mais il y aura des moments qui seront difficiles dans le projet, comme dans tout grand projet dans notre pays aujourd'hui. Et donc on continuera d'être là, de convaincre et d'avancer. Mais je peux vous dire aujourd'hui que c'est une étape historique pour le projet qui est franchie. Je peux vous dire que cette étape historique le rend, oui, irréversible. Et je peux vous dire qu'au-delà de cette étape historique, les différentes étapes et la scansion dans le temps, nous trouverons aussi au rendez-vous. Adrien Beria, France Bleu Picardie. Vous avez beaucoup affirmé votre amour pour Amiens, pour la Picardie pendant ces 2 jours, peut-être plus que lors des dernières fois où vous êtes venu. Pourquoi maintenant? Est-ce que c'est une manière de se reconnecter avec les territoires encore plus? Écoutez, d'abord parce que mon tempérament naturel n'est pas forcément
de parler d'amour. Je suis plus pratiquant que si je puis dire, dans la verbalisation. J'ai jamais quitté Amiens. Il y a toute une partie de ma famille qui y est, vous savez. J'ai mon père qui y vit encore et qui y travaille, et j'ai toute une partie de ma famille du côté de mon épouse qui y est et qui y vit. Donc je ne peux pas vous dire qu'Amiens est loin de mon cœur, ni de mes considérations. Ensuite, j'ai d'abord eu à cœur, à un moment du quinquennat où il fallait mener des réformes importantes et structurantes aussi, d'essayer de m'occuper de tout le pays, et j'étais plutôt dans ces combats, si je puis dire, et ces réformes. Je pense qu'on est à un moment où nous sommes dans la mise en œuvre de beaucoup de réformes, et dans un temps de réinvestissement de beaucoup de projets. Et il correspond d'ailleurs à tout ce que je viens de décliner. Il correspond aussi à la mise en œuvre de ces réformes nationales qui ont été lancées et leur ancrage dans le territoire. Et donc il y a eu un très gros travail qui a été fait par le gouvernement durant les 2 premières années. Très sincèrement, quand je compare avec l'historique, je pense que jamais un gouvernement, et d'ailleurs des parlementaires, n'ont voté autant de textes, ni fait autant de réformes qu'on pensait impossibles. On peut se permettre de reparler du fret ferroviaire parce que le gouvernement a fait une réforme qui n'avait jamais été menée sur la SNCF. On peut se permettre aujourd'hui de préparer une loi de programmation de l'université parce qu'on a fait une réforme que personne n'avait osé faire sur Parcoursup. Donc, il y a eu beaucoup de réformes nationales qui ont été conduites durant les 2 premières années qui m'ont mobilisé. On est dans un temps maintenant qui consiste à mettre beaucoup plus d'énergie sur la mise en œuvre. Vous m'avez peut-être vu la semaine dernière dans la Marne réunir l'ensemble des services de l'État autour de ces objets de la vie quotidienne et regarder ce dernier kilomètre de l'action publique pour que, quand le président dit quelque chose un jour, qu'une loi est ensuite votée 6 mois ou parfois 1 an après, on est sûr qu'elle arrive dans la réalité de nos concitoyens à un moment donné. Bon. Et donc, on est dans un moment, pour moi, où il faut rendre concret, perceptible l'action qui est la nôtre. Et donc, je pense qu'en effet, on est dans cette phase où il faut remettre au territoire cet engagement. Je le fais dans tous les territoires. Il se trouve que quand je viens dans cette région et à Amiens, ça prend un tour un peu plus personnel et charnel, je le confesse, et je l'assume. Peut-être que je l'assume plus qu'avant. Vous avez raison. Monsieur le Président, Valérie Astruc, France 2. La CFDT qui soutient la réforme des retraites hausse le ton. Laurent Berger vous demande de clarifier vos positions. Il rejette tout allongement de la durée du travail, comme l'a évoqué Édouard Philippe. Il estime que prendre des mesures budgétaires paramétriques reviendrait à tuer dans l'œuf la réforme des retraites. Est-ce que vous êtes prêt à clarifier vos positions? Et puis par ailleurs, la CFDT cheminot vient de déposer un préavis de grève pour le 5 décembre. Si elle n'obtient pas quelque chose d'ici le 5 décembre, quelle est votre réaction? Merci. Écoutez, le Premier ministre a donné un calendrier. Cette réforme, le gouvernement est en train de la mettre en œuvre. Vous constaterez avec moi que le 5 décembre est quelque chose d'étrange. Parce qu'au fond, ce que vous êtes en train de me dire, c'est qu'il va y avoir donc une mobilisation massive contre une réforme dont on ne connaît pas les termes exacts. Ce qui est vrai. C'est simplement parce que cette mobilisation est avant tout la mobilisation de salariés d'entreprises qui relèvent des régimes spéciaux. Donc c'est une mobilisation contre la fin des régimes spéciaux. Mais c'est l'engagement que j'ai pris devant les Français. Le reste de la réforme, il fait l'objet d'un travail depuis 1 an et demi. Beaucoup de parlementaires y ont été associés autour de M. Delevoye, autre enfant de la région. Il le porte au gouvernement comme au commissaire et il est en train de finir les concertations. Dans le cadre de cette réforme, il y a un rapport qui a été remis par le COR, donc la Commission d'orientation des retraites, qui a montré que cette réforme, contrairement à ce que le même comité d'experts écrivait au moment où j'ai pris mes engagements dans la présidentielle, le même COR, au début de l'année 2017, ne dit pas de problème de financement. Il rend un rapport au Premier ministre hier et il dit qu'il manque 8 à 12 milliards. Est-ce qu'on peut dire c'est compliqué, c'est difficile, on met le rapport à la poubelle? Est-ce qu'on serait sérieux? Parfois ça a été fait. Quelqu'un paye à la fin. Si ce n'est pas nous, ce seront nos enfants. Je peux vous dire, pour avoir à gérer aujourd'hui une situation telle que la nôtre, je préfère prendre mes responsabilités jusqu'au bout. On doit tous les prendre jusqu'au bout. Donc le rapport a été remis hier au Premier ministre. Il a donné l'organisation des travaux. Le gouvernement, sous son autorité, va mener ces travaux. Les rencontres bilatérales du Premier ministre, les rencontres multilatérales autour du haut-commissaire Delevoye et le Premier ministre, à l'issue de ce processus, là aussi de négociation et de concertation, aura à annoncer les termes de la réforme dans son ensemble
dans les semaines qui viennent. Voilà comment les choses vont se passer. Maintenant, la mobilisation du 5 décembre, c'est une mobilisation qui est portée par des grandes entreprises, essentiellement de transport, qui relèvent de régimes spéciaux. Elle nécessite une discussion à chaque fois parce que les statuts sont très particuliers, mais elle doit s'inscrire dans l'ensemble d'une réforme où nous réinventons un système de retraite. Nous sommes en train de rebâtir un système de retraite universel, beaucoup plus équitable et responsable. Universel parce que notre système de retraite ne l'est plus. Nous avons 42 régimes. Est-ce que vous pensez légitimement que je peux expliquer aux chauffeurs de bus que j'ai vus hier et qui travaillent pour la ville d'Amiens, dans des conditions comparables à celui qui travaille pour la RATP, que sa retraite n'a rien à voir avec l'autre? C'est plus possible. C'est ça qui crée de la défiance. C'est ces différences qui sont devenues inexplicables. Ensuite, c'est une réforme d'équité parce que cette réforme, elle permettra de mieux prendre en compte les carrières heurtées, en particulier pour les femmes. Elle corrigera énormément de biais, je pense à nos artisans, nos agriculteurs. Regardez, je ne fais pas un pas dans nos réunions sans que j'ai un artisan, un agriculteur qui me dise « Monsieur le Président, je touche 400 € de retraite. Est-ce que c'est juste ?» Non, ce n'est pas juste. C'est le système actuel. C'est pour ça qu'il faut mener une réforme. Donc c'est une réforme d'universalité pour redonner la confiance, d'équité, parce qu'il y a des sacrifiés de notre système actuel, et ils ne le comprennent plus, et de responsabilité, parce que, on a toujours dit, elle sera lancée en mettant le système à l'équilibre. Et donc ça suppose à un moment donné de regarder la réalité des chiffres tels qu'ils nous sont donnés, d'y apporter des réponses. Dans ce cadre, il est clair que les régimes spéciaux ont tous vocation à retrouver le système universel. Il faut simplement construire le bon rythme, les bonnes modalités, ne pas embaucher de nouveaux jeunes qui rentreront dans ces entreprises en étant dans le système historique, ça n'a plus aucun sens. Réformer les choses et réussir pour ceux qui sont le plus proches de la retraite, à les accompagner. Donc il faut redonner de la visibilité à chacun. Et ça, c'est tout le travail du gouvernement dans les semaines qui viennent. Donc voilà, je pense qu'il faut faire les choses avec méthode, avec calme, mais il ne faut pas oublier aussi ce qu'est le mouvement du 5 décembre, qui est un mouvement de protestation contre une réforme que je crois indispensable et sur laquelle je me suis engagé, qui est de pouvoir mettre fin dans notre pays à des régimes spéciaux en matière de retraite. Parce que ça n'est pas une bonne chose et parce que ça n'est pas juste. On fera des choses plus intelligentes, c'est les engagements que j'ai pris. La difficulté du travail, on la prendra en compte dans la retraite. Mais au cas par cas, c'est ce qu'on appelle la pénibilité parfois. C'est de prendre en compte les risques auxquels on est exposé à des moments de sa vie dans telle ou telle fonction. Mais ce n'est plus les régimes spéciaux. Est-ce qu'il y a une dernière question ? Sur en particulier les sujets les plus locaux ou ceux qu'on a évoqués depuis 2 jours. Bonjour, Bastien Auger, TF1 LCI. Sur le 5 décembre, au-delà de la réforme des retraites, est-ce que vous craignez une convergence plus globale des colères et est-ce que c'est une logique que vous comprenez ? Écoutez, je viens d'apporter la réponse. Le 5 décembre, c'est une mobilisation des entreprises et de leurs syndicats, on l'a vu, qui défendent le maintien des régimes spéciaux. Voilà ce que c'est. S'il y en a d'autres qui veulent brouiller l'exercice ou le complexifier, c'est leur responsabilité. Ce n'est pas la mienne, de là où je suis. Je préfère que les choses soient claires. S'il y a cette manifestation et ce mouvement, c'est parce qu'il y a un projet de réforme exposé devant les Français durant la campagne présidentielle, sur lequel je me suis engagé, travaillé par le gouvernement depuis maintenant 2 ans et demi. Il ne vous aura pas échappé que ça fait quand même maintenant quelques mois que les uns les autres, parfois inspirés par des logiques politiques, politiciennes, ou par une vision de la société que je ne partage pas, veulent en effet, à chaque occasion, créer le désordre. Je pense que ça ne doit pas conduire à confondre les combats. Le syndicalisme est important dans notre pays. Le droit de manifester aussi, il faut qu'il soit respecté. S'il est respecté, il doit se faire dans un cadre. C'est le cadre de la non-violence pour que les expressions des opinions puissent se faire en respectant l'ordre public. Tous ceux qui franchissent cette ligne, au fond, sont les ennemis du droit de manifester et d'exprimer leur opinion. Et je crois que toute formation politique, comme toute formation syndicale, s'honorerait à exprimer clairement ce distinguo. Il n'y a pas de démocratie s'il n'y a pas de respect. Il n'y a pas de liberté de manifester s'il n'y a pas d'ordre public qui est maintenu. Sinon, c'est de l'irresponsabilité. Donc, je tiens à ce distinguo et tous ceux qui essaient de jouer avec les peurs, non seulement se trompent de combat, mais prennent des responsabilités importantes à l'égard de la démocratie, qu'elle soit sociale ou politique. Je vous remercie beaucoup. Merci et félicitations à ceux qui ont aujourd'hui signé cet accord.